Bonjour, donc avec cette vidéo, je voudrais parler d'un sujet qui est un sujet économique, mais qui finalement peut devenir un sujet géopolitique et qui doit intéresser nécessairement tous les francophones qui sont expatriés dans cette zone, dans la zone d'Asie-Pacifique, ça veut dire dans la partie Asie de l'Est, Asie du Sud-Est, c'est vraiment quelque chose de très important, et puis toute la zone du Pacifique. De quoi il s'agit? On a un article là qui parle du fait que l'économie chinoise ralentit. L'économie chinoise ralentit. Il y a évidemment la question des tarifs douaniers de Trump qui fait que la Chine a plus de mal à écouler sa production vers les États-Unis et la consommation intérieure de la Chine a du mal à prendre le relais. Donc finalement, la Chine se retrouve sur les bras avec tout un tas de produits dont elle ne sait plus trop quoi faire. Donc l'idée, c'est nécessairement de baisser les prix et de pouvoir faire profiter en fait les autres pays de cette baisse de prix. Et c'est ce qui se passe entre la Chine et, disons, certaines îles du Pacifique. Et c'est une situation qui potentiellement peut être particulièrement explosive. Pourquoi? Parce que on voit hein, les îles en question, par exemple on a Vanuatu, etc. On va voir un peu le détail, hein, mais on voit que ça va de manière assez profonde en fait. Hein, Vanuatu c'est par là, et vous avez évidemment tout un tas d'îles dans cette zone-là. Il faut bien comprendre que vis-à-vis des États-Unis, vous avez en fait quelque part deux lignes principales de défense militaire, hein, j'entends. Vous avez vis-à-vis de la Chine, vous avez le Japon ici, vous avez le Japon-Taïwan avec Okinawa, etc. Et puis vous avez les Philippines, qui vous voyez voilà, ici avec l'Australie, quelque part, ça boucle ce secteur-là. Donc ça c'est leur première ligne de défense. Après, vous avez une seconde ligne de défense qui est faite plutôt à base d'îles. Donc, vous voyez, vous avez la région de Hawaï, et puis vous avez un tas d'îles comme ça dans le Pacifique qui peuvent être utilisées, qui sont utilisées éventuellement par les Américains pour constituer une seconde ligne de défense. Donc c'est particulièrement important. Taïwan, c'est un verrou ici, c'est-à-dire que tant que Taïwan est indépendante de la Chine, eh bien les Américains, quelque part, disposent d'une zone assez grande ici. C'est pratiquement une mer, entre guillemets, américaine. Par contre, si le verrou Taïwan vient à sauter, hein, donc si Taïwan est réunifié avec la Chine et qu'il y a le même système, militairement parlant, eh bien la Chine dispose maintenant d'une ouverture certaine vers la mer des Philippines ici et donc vers le Pacifique. Et donc ça c'est vraiment un problème pour les Américains. À mon avis, c'est vraiment un problème très 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 épineux. Hein. De plus, avec cette action d'aller vendre des produits et d'avoir des relations, on va voir ça par la suite, hein, d'avoir des relations beaucoup plus serrées, beaucoup plus étroites avec les petites îles qui se trouvent là dans le coin, on comprend très bien qu'au niveau géopolitique, ça doit rendre les Américains particulièrement nerveux, mais vraiment très très nerveux. Donc je pense que c'est vraiment, il y a vraiment un point sur le sujet, il y a vraiment un point et la situation doit vraiment être surveillée de très près parce que il n'est pas impossible qu'un jour la situation dégénère vraiment, les Américains se sentant clairement menacés. Je rappelle que, je pense que tout le monde le sait, mais Hawaï se trouve ici. Et c'est l'attaque qui a eu lieu en fait sur Pearl Harbor. Hein. C'est la seule attaque qu'il y a eu sur le sol américain à part le 11 septembre. Donc, si vous voulez,
la zone Pacifique, pour les Américains, historiquement, c'est quand même une zone extrêmement sensible. Et je suis persuadé, pour le coup, qu'ils ne voient pas d'un très très bon œil ce qui se passe ici. Donc potentiellement, il y a vraiment une situation qui pourrait dégénérer. Est-ce que je pense que ça pourrait se passer sous Trump? Personnellement, je ne crois pas trop. Je pense que ça se passerait plutôt avec un président, on va dire, plus jeune. Mais il y a vraiment clairement un très gros risque. On peut voir, hein, donc, pour regarder son économie qui tourne, Pékin a trouvé une nouvelle frontière, le Pacifique. Donc c'est une région politiquement fragmentée, ouvert à des résultats rapides, et donc qui offre une opportunité géopolitique. Donc c'est ce que j'expliquais, hein, les surcapacités industrielles permettent à la Chine d'offrir à ces pays-là des produits beaucoup moins chers et des avantages vraiment beaucoup plus intéressants. Et tout ça, c'est porté par les entreprises d'État. Voilà, les entreprises d'État, qui sont des extensions du parti, sont capables de mobiliser la finance, le travail et des approbations sans passer par des années de discussion au Parlement. Donc, on voit que la Chine, elle est vraiment focalisée sur le fait de réaliser des ports, des routes, des stades, des mines évidemment. Et les mines, c'est à mon avis aussi un sujet très important parce que dans cette partie du monde, les mines et les fonds sous-marins sont aussi particulièrement riches en minéraux. Donc c'est vraiment quelque chose de très important. On voit les différents ministres, différentes parties. Donc on voit les îles Fidji, Solomon Island, les Tonga, Kiribati, Vanuatu, Samoa, Nauru, Papouasie-Nouvelle-Guinée, donc qui ont été réunis dans la province du Jiangsu pour discuter des liens d'amitié, etc. Donc si on regarde en fait vous en avez là, et le Vanuatu par exemple, je pense que ça c'est quelque chose qui devrait concerner beaucoup les Français. C'est la Nouvelle-Calédonie qui se trouve vraiment très très proche. On a aussi la Nouvelle-Calédonie, les îles Salomon qui se trouvent ici. Donc on voit quelque part que la Nouvelle-Calédonie, avec les Français, la Nouvelle-Zélande n'est pas loin, n'est pas représentée sur la carte. Vous avez l'Australie aussi qui se trouve pas très loin. Devrait être particulièrement concernée par justement ce sujet-là. C'est vraiment un sujet économique, mais qui peut devenir très vite, et je ne doute pas qu'il va devenir très vite un sujet géopolitique, et qui pose vraiment en fait pas mal de problèmes. On voit la Nouvelle-Calédonie, c'est par là. La Nouvelle-Zélande, c'est ici. Donc on comprend très bien en fait ce qui se passe entre les États-Unis et la Chine, hein. La Chine essayant de s'implanter sur cet arc ici. Et quelque part, il y a deux alliés importants des États-Unis, hein, qui sont la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Éventuellement la Nouvelle-Calédonie, parce que mine de rien, la Nouvelle-Calédonie, c'est quand même français. S'il y avait des problèmes, d'ailleurs, entre parenthèses, hein, c'est un peu la même chose, avec la Guyane. On n'y pense pas trop, mais la France ne peut pas s'affaiblir militairement parce que ça pose vraiment des très gros problèmes. La France a des zones de territoire à défendre en dehors de la métropole française. Donc c'est quand même un sujet qui est assez critique. Et donc c'est vraiment un sujet qui doit être regardé avec attention. Dans une précédente vidéo, j'avais parlé
du fait que les Japonais avaient envahi le sud-est asiatique où il y avait les Français, etc., et que ça s'était vraiment pas bien passé. Voilà, il faut bien comprendre que c'est quand même des régions finalement qui, en termes de géopolitique, hein, toute cette région-là, en fait, hein, la région de l'Asie de l'Est, de l'Asie du Sud-Ouest, et puis aussi cette partie-là du Pacifique, en cas de problème géopolitique grave, deviennent des zones de tension et des zones de danger, hein, je veux dire très clairement. Si la Chine devait continuer à mettre en place surtout des ports, et puis on comprend bien l'intérêt des mines, etc., je pense vraiment qu'il y a vraiment un très gros problème qui se profile à l'horizon. Et quelque part, on peut se dire que la France interviendrait pas dans un conflit direct entre les États-Unis et la Chine, mais avec la présence de la Nouvelle-Calédonie, par exemple, ici, on a aussi Tahiti, etc. Peut-être la France peut pas en fait se maintenir à distance d'un conflit d'un conflit de ce type, parce qu'elle serait aux premières loges. Enfin, parmi les nations européennes, elle serait probablement le pays qui serait le plus en première loge de ce type de conflit. Donc c'est important de bien prendre tout ça en compte. Je pense quand on est expatrié, c'est le genre de choses auxquelles on doit réfléchir. Même si c'est une réflexion qui peut paraître assez désagréable, il faut nécessairement avoir une vision, disons, d'un peu plus long terme, parce que quand on est expatrié, généralement, on a tendance à rester expatrié pendant des années. Donc voilà, c'est vraiment nécessaire de garder un œil. Autant les gens en France peuvent se permettre de pas trop avoir un œil sur l'extérieur, bien qu'à mon avis, ça leur joue pas mal de soucis. Autant pour un expatrié, c'est impossible. Il faut nécessairement avoir une vision un peu plus complexe, on va dire, que juste les quelques mois ou années de visa ou d'investissement ou ce genre de choses-là. Donc voilà, ça c'est vraiment... il est question hein, de convaincre aussi des votes à l'ONU à propos de Taïwan, hein, évidemment. Mais en fait, moi je pense que le problème n'est pas tellement là. Le problème, c'est surtout un problème comment dire, de mise en place géopolitique à terme de ce qui pourrait devenir une alliance. Si les Américains ne font rien, à terme de ce qui pourrait devenir une alliance et éventuellement des ports potentiels pour la Chine, alors, au niveau économique ou au niveau militaire. Donc voilà, moi je suis vraiment... j'ai vraiment quand même pas une très bonne impression sur le long terme. Je veux pas dire que demain il va y avoir un problème géopolitique entre la Chine et les États-Unis, mais sur le long terme, disons, sur les je sais pas, 10 ans, 20 ans qui viennent, j'ai un peu de mal à saisir ce qui pourrait se passer. Que je sois clair sur le sujet quand même. Pour moi, ce qui se passe, c'est qu'on a la rencontre de deux géants quelque part aveugles sur les intentions de l'autre et sur les motivations de l'autre. C'est-à-dire que je suis pas sûr que à l'origine il y ait vraiment des motivations, on va dire, d'agressivité d'une part et d'autre. Je dis bien à l'origine. Il y a surtout une incompréhension de la culture et des motivations des uns et des autres et des peurs des uns et des autres. Je pense que ça c'est vraiment un souci important. Ce qui rend en fait la situation extrêmement différente de celle qu'on a connue lors de la guerre froide entre les Américains et les Russes. Parce que finalement, les Américains et les Russes, et l'URSS à l'époque, disons les communistes, partageaient quelque part la même culture. C'est-à-dire, voilà, il y avait la même culture, il y avait vraiment une culture occidentale partagée, et il y avait vraiment un antagonisme
avec des points de repère compris par l'autre. Des points de repère, voilà, on peut être pour ou on peut être contre, mais au moins on sait pourquoi on est pour, on sait pourquoi on est contre, et le bloc communiste et le bloc occidental, à l'époque, avaient vraiment partagé, disons, des raisons d'être ennemis, on va dire, mais c'était des raisons, on va dire, qui étaient objectives et surtout comprises. Voilà, et surtout comprises. On savait pourquoi, quelque part, on n'était pas d'accord. Et les raisons pour lesquelles on n'était pas d'accord étaient des vraies raisons. Et voilà, ça fonctionnait bien, quelque part. Je trouve que ce qui se passe avec la Chine est quelque chose de purement différent. Purement différent. Premièrement, il n'y a pas cet antagonisme. Bon, on parle de parti communiste, mais ça, c'est les gens qui connaissent pas la Chine, et qui comprennent pas vraiment la culture chinoise. C'est pas vraiment le cas, en fait. Il n'y a pas disons, il y a pas du tout même comment dire, une idéologie communiste au sens de l'Union soviétique et de l'URSS. Je veux dire, un des marqueurs évidents du communisme en URSS, c'était sa propension à l'international. Vous avez la musique, la chanson, l'international, etc. Et c'était important d'exporter ça. Vous avez tout un tas, la deuxième moitié du XXe siècle a été marquée quand même par jusqu'à la fin de l'URSS, a été marqué par l'exportation, la volonté d'exportation de la révolution de l'URSS, et tous les pays en Amérique du Sud, en Afrique, en Asie, ont vraiment été très sollicités pour exporter, alors avec des guérilleros, des groupes, des partis politiques, même en France, hein, qui étaient financés par l'URSS, etc. Il y avait vraiment une volonté d'expansion idéologique, de faire la révolution, etc. Donc ça, c'était quelque chose de très particulier. Avec la Chine, c'est pas du tout ça qui se passe. Enfin, je veux dire, ils n'essayent pas d'imposer un modèle, ils utilisent simplement les outils économiques, hein, entre autres, de manière à pouvoir, et un peu culturel, de manière à pouvoir arriver dans les pays et de manière peut-être plus efficace en fait que ne le faisait l'URSS. Mais il n'y a pas de volonté universelle. Hein. C'est étranger d'ailleurs à la façon de voir chinoise. Alors certains vont dire oui, mais ils parlent d'empire qui contrôle tout, etc. C'est pas exactement comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que euh, quand on dit, enfin quand les Chinois parlent de l'empire qui contrôle tout, en fait, il faut bien comprendre que la Chine est un pays qui est isolé, c'est un quasi-continent. Donc c'est dans ce sens-là qu'il faut entendre les choses, c'est-à-dire que la Chine veut tout contrôler sur son continent. La Chine, elle est isolée du reste du monde, au sud par les chaînes de montagnes, à l'est par la mer, à l'ouest aussi par des chaînes de montagnes. Au nord, il y a des déserts et il y a la Sibérie. Voilà, il y a pas non plus, c'est pas non plus simple en fait d'avoir une expansion. Donc en fait, finalement, voilà, c'est à ce point-là qu'on est la Chine. Donc elle veut vraiment contrôler. Et après, après, la Chine a une façon de démontrer sa force quelque part, qui est une façon qui est évidemment agressive vis-à-vis des États-Unis. Et je pense qu'il y a vraiment une grosse incompréhension à ce sujet et un très grand danger en fait, parce que autant les Russes et les Soviétiques et les Américains, le bloc de l'Est en fait, les communistes et les Occidentaux à l'époque avaient une compréhension très claire en fait des limites, une compréhension très claire de où l'autre voulait aller. Hein, je rappelle, il y a quand même eu la crise de Cuba, il y a quand même eu des moments où on est passé très près d'une guerre nucléaire. Autant
et c'est pas du tout évident en fait qu'il y ait une compréhension des limites qui soit identique entre, disons, le bloc occidental, parce qu'il faut bien parler de bloc occidental, et la Chine. Hein, vraiment. Et quand je vois beaucoup de youtubeurs qui peut-être ont du mal avec, qui connaissent pas la Chine d'ailleurs, parler de l'axe Chine, Russie, Iran, etc. C'est pas, on n'est pas dans un modèle de ce style-là, c'est pas vrai. Parce que la Chine et le monde chinois, c'est c'est le monde confucianiste. Donc vous avez une façon de penser qui est vraiment très particulière. Et donc, vous pouvez pas avoir un axe, par exemple, Chine-Russie. Ça, c'est pas possible. Les différences de pensée sont vraiment trop différentes. Alors, vous avez effectivement une alliance de circonstances. En plus, vous avez beaucoup d'échanges entre la Chine et la Russie. Mais, mais ce sont deux pays qui sont vraiment trop proches, en fait, pour pouvoir avoir des liens si solides que ça. Enfin, ça, c'est mon opinion, hein, je veux dire. Après, c'est une opinion qui est très discutable. Mais voilà, je pense voilà, avoir mis la lumière sur un sujet peut-être qui est jamais abordé. Donc, je pense que ça peut être vraiment intéressant de réfléchir à ça. Et encore une fois, hein, je pense que dès qu'on est expatrié, il faut vraiment réfléchir à ce genre de situation. D'ailleurs, pour ça, hein, n'hésitez pas à mettre un commentaire sur la vidéo. Dites-moi que vous n'êtes pas d'accord ou d'accord. On peut discuter, trouver des idées. Peut-être m'éclairer sur quelque chose de nouveau. Ça serait avec plaisir. Et donc, voilà. Je vous souhaite une très bonne journée.